Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 25 octobre 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler crypto, pour parler BTC, pour parler de ce qui s'est passé avant-hier, hier, et comprendre un petit peu les mouvements, les manipulations que l'on peut avoir actuellement, notamment au niveau des nouvelles, et à quel point c'est compliqué de les gérer émotionnellement. On va parler de tout ça et ça commence tout de suite. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures, d'une valeur de 400 € qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guide, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires, tout est expliqué en commentaire et en description. On va rappeler déjà qu'on a eu une accélération très forte lundi matin, avec la hype qui était en train de monter autour de BlackRock, qui a été plus ou moins validée aussi par l'inscription du ticker, donc qui est la représentation de l'ETF spot BlackRock au sein de l'institut qui s'occupe de ça. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ensuite il a été retiré pour être à nouveau réinscrit. Et là, on est vraiment dans un jeu d'émotions qui est très compliqué à gérer, parce que c'est le même principe. On se dit que ça va être validé, que c'est en train d'être validé, que le ticker apparaît, donc on se dit que ça va être vraiment validé bientôt, c'est retiré, à ce moment on se dit peut-être qu'il y a eu une problématique, et c'est remis par la suite. On est vraiment dans un jeu dans lequel l'émotion, quand on est sur des nouvelles pures comme ça, on va être sous une forme de montagne russe dans lequel il va falloir accepter ce qui est en train de se passer et prendre le temps, et vous allez voir au niveau de la partie technique, on va revenir sur toute cette partie-là, et on a d'ailleurs des éléments qui nous indiquent que potentiellement on serait dans une schématique plus à la 2015 que la 2019, on ira voir ça dans la partie technique. Mais ce qui est important à garder en tête, c'est que quand on a une manipulation des nouvelles, il y a de grandes chances aussi d'avoir une manipulation au niveau du cours, et il y a des éléments qui sont importants aussi, c'est que Ark Invest, donc un très gros VC, un très gros capital, qui est en train de vendre des parties de Coinbase et derrière des shares de GBTC, dans lequel il y a une prise de profit importante qui a lieu. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les parts justement de Coinbase sont relativement flat, il n'y a pas eu d'augmentation, alors que effectivement, on est censé avoir une corrélation entre BTC et Coinbase, à savoir que Coinbase possède énormément de BTC pour ses clients, on parle de plus de 600 000 BTC, ne serait-ce que pour Grayscale Capital, donc quand on rajoute le reste, ça devient un des plus gros holders de BTC, même si c'est pas les siens. Ça n'empêche que c'est hautement valorisé par rapport à ce qu'il détient et aux revenus qu'il génère par rapport à cette détention. Et là-dessus, on voit un Coinbase qui reste totalement flat. C'est vrai qu'il y a la problématique des poursuites de la SEC, on sait que la SEC est contre Coinbase déjà depuis un certain temps, et ça continue et ça augmente, on voit bien les discussions qu'il y a entre les deux entités où c'est compliqué, et Coinbase qui est utilisé pour mettre en place les ETF des différents acteurs, donc que ce soit BlackRock, Fidelity, etc., etc. Donc on a Coinbase qui est un peu entre deux chaises actuellement. Est-ce que c'est suffisant pour maintenir ses parts à un niveau relativement flat alors qu'on a un BTC qui fait plus 4000, plus 5000. J'ai envie de vous dire, pas forcément, c'est que on a aussi des ventes, et c'est pas pour rien, c'est parce que aussi on a des grosses ventes qui sont en train d'effectuer, on a Ark Invest, on a les infos, je pense qu'il n'y a pas que Ark Invest, et qu'il y a une pression qui est en train d'être mise en place avec une prise de profit, une forme d'exit qui est en train d'effectuer, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire très attention quand on a ce type de nouvelles dans lequel on est en train de nous monter un FOMO. Clairement, on sait que la crypto attend les ETF. Personnellement, je les attends très fortement pour une injection de liquidité. Est-ce que je considère que ça va être à l'arrivée de l'ETF qu'on va avoir l'injection de liquidité? Vous avez déjà ma vision dans la vidéo de samedi, donc je vous mets le lien en fin de cette vidéo si ça vous intéresse de regarder. Mais voilà, je pense qu'il va falloir être encore un petit peu patient par rapport à ça, et surtout se protéger par rapport à une possible manipulation des cours. Autre point qui est intéressant, c'est Fireblock. Fireblock qui est un des institutionnels spécialisés dans la custody des cryptos, donc c'est le fait de donner un service pour pouvoir garder les cryptos de gros institutionnels, de grosses banques ou de gros fonds, et c'est globalement la référence. Clairement, c'est la grosse référence, et ce qui est bien, c'est que généralement, ils sont interfacés avec la finance décentralisée. Sauf que, ils ont annoncé qu'ils vont aider à développer une blockchain qui serait justement compliant.
Et là, ça sous-entend qu'on est en train de dénaturer la notion de blockchain, la notion de permissionless et decentralized, parce que globalement, c'est 2 points vraiment de la notion d'une blockchain, la construction d'une blockchain. Là, ça disparaîtrait pour être compliant. Alors, je sais pas exactement quel est le produit qui va en sortir, mais ça va être intéressant s'ils arrivent à garder ces composantes tout en étant compliant, ou en tout cas se rapprochant le plus du compliant. À ce moment-là, on sera dans quelque chose qui sera intéressant à regarder, voir si c'est possible ou non. Personnellement, j'ai des doutes. On avance avec la macro dans lequel on a le PMI d'octobre qui est en positif, on est repassé au-dessus de 50, ce qui est positif, on est au-dessus même du mois précédent, donc on a bien une économie qui est relativement forte, et relativement étant pas forcément le bon terme quand on regarde ce qui est en train de sortir au niveau des résultats. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous choque? Vraiment, regardez mieux, il n'y a pas quelque chose qui vous choque? Bah oui, tout est vert, quasiment, à peu de choses près. On voit Microsoft, Alphabet, on voit Visa, Coca-Cola, tout est vert. C'est-à-dire que tout est au-dessus des prévisionnels qui ont été donnés. Et là, c'est vraiment important de noter que tout est vert, vraiment, tout est vert. Je pense qu'on va être sur une année dans laquelle on avait prévisionné, quand je dis on, c'est l'ensemble des analystes qui sont spécialisés dans les actions, hein, je me compte pas forcément là-dedans, on avait prévisionné une diminution réelle des revenus et des chiffres d'affaires pour les principales sociétés du SP500 et du Nasdaq, et principalement The Big Five, donc qui sont les 5 plus grosses. Bon, bah, ce n'est pas le cas, et on est bien en au-dessus, hein. Je veux dire, on est, par exemple, sur Alphabet, on est à 1,55 versus 1,45 qui a été défini en BPA. Donc on a des performances à l'action qui sont au-dessus des attendus, donc on est dans une survalorisation, et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a tous les éléments qui nous disent que, globalement, le marché action, le marché pur, structurel de l'économie qui est poussé par The Big Five et, on va dire, le Nasdaq, dans le général, une part technologique qui est relativement forte, que tout va bien et tout pousse suffisamment fort pour continuer à avancer. Et du coup, en termes de macro, on se retrouve un peu entre les deux. Pourquoi? Parce que on a le good news is bad news, hein, dans le sens où si jamais les actions et donc les entreprises tiennent, si jamais l'économie tient, bon, ça veut dire qu'on peut rester plus longtemps à des taux élevés. Ça veut dire aussi qu'on peut potentiellement réaugmenter les taux, parce que l'économie est en train de tenir. Et clairement, Jérôme Powell, dans son dernière allocution, a expliqué qu'il était surpris de cette résilience. Et le terme surpris n'est pas anodin dans la bouche du directeur de la Fed. C'est vraiment important. Et donc du coup, on a quelque chose qui aurait dû être une accélération haussière très forte, parce qu'on a une grosse valorisation, notamment sur le Nasdaq, qui a été effectuée sur les valeurs tech. Bon, on voit qu'on a quelque chose qui est plutôt timide en termes de respiration. Je pense que le reste des résultats vont être toujours au-dessus, on va pas avoir trop de surprises, ou en tout cas peut-être une petite surprise, donc ce qui resterait cohérent avec une forme de respiration ou une forme de ranging au niveau du SP500, quelque chose qui fait comme ça, ou une accélération pourrait faire notre test et faire, mais je vois pas ce qui pourrait donner cette accélération, en tout cas en l'état, peut-être le discours de Jérôme Powell qu'on aura aujourd'hui à 22h35, dans lequel on pourrait avoir en effet quelque chose qui soit plutôt positif, un peu plus mea culpa que le précédent, et un peu moins surpris, justement, un peu plus en contrôle, c'est ce qu'on attendrait, justement, de quelqu'un comme le président de la Fed. Au niveau du pétrole, on voit que on continue notre baisse, très important, on a fait première journée, là la deuxième journée nous valide cette continuité baissière. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a quand même toujours cette divergence haussière hein, qui est bien présente. Il va falloir voir est-ce qu'on casse ou non les 81, si on casse les 81, ce sera positif, ça veut dire qu'on est en train d'invalider potentiellement l'accélération haussière, ça sous-entend qu'on fait une réintégration de range ici, donc on va attendre une cassure, un retest, et une continuité baissière, et à ce moment on ira retester les 75, et on restera entre 75 et 85, je pense, pendant un certain temps. Là, ça va se jouer là, d'accord? Ça va vraiment se jouer là, donc globalement, cette semaine, on aura cette information-là, avec une clôture weekly. Est-ce que la clôture weekly, elle est en dessous de ce lot-là? Bon, bah à ce moment-là, on aura vraiment cette dynamique baissière qui pourra s'enclencher avec potentiellement même une distribution où on aurait un BC ARST SO, UT, UTAD, d'accord? UT un petit peu plus haut, hop, on fait le petit chapeau pour compléter, dans lequel on aurait bien la divergence haussière qui se mettrait en place pour faire l'UT, l'UTAD, 95-100, on casse, et là par contre on casse baissier dans lequel on fait un retest, on fait un LPC, et ensuite on s'enfonce pour aller chercher plus bas. Bon, on est encore très loin, donc on va suivre ce qui est en train de se passer, notamment au niveau du pétrole, et surtout sur cette clôture weekly très importante. Au niveau du BTC, hop,
ici, sur la dominance, on est toujours bien parti, 54%, d'accord? Donc on a, malgré le fait qu'on a un BTC qui a fait un début de respiration, on a une dominance qui se maintient. Ça sous-entend que le BTC diminue moins vite que les alts qui ont poussé, et donc on a bien une continuité haussière de la dominance du BTC, et je pense qu'il va falloir surveiller dans cette semaine, le mois qui vient, principalement, pour voir si on arrive vraiment à toucher les 58%, et là-dessus on serait peut-être dans cette dynamique d'accélération haussière ici, qui était sur fin 2018, pour ensuite avoir une latéralisation, et avoir une deuxième phase d'accélération relativement importante, ce qui serait intéressant à surveiller pour, après, avoir cette phase de respiration et de transit de liquidité pour aller vers les alts. Au niveau du BTC, on a donc eu cette grosse accélération début de semaine, dans laquelle on est allé combler le gap CME, on a fait le take profit, on est allé dans une zone de rechargement de sel, qui est plutôt classique. Maintenant, on fait quoi? Là-dessus, je vais vous proposer plusieurs réflexions. La première, ça va être une mise en perspective de là où on est par rapport aux différents cycles. Alors, il y a plusieurs moyens de le faire, j'aime bien le faire à travers des graphiques comme cela, et je vous ai déjà parlé de cette personne qui est clairement à suivre, parce que il a des représentations de graphiques qui sont toujours très intéressantes, donc c'est The Rational Route, si ça vous intéresse, sur Twitter, dans lequel, ici, il a posté, alors c'est le 19 octobre, on n'avait pas encore fait la poussée, mais c'est intéressant de suivre, dans lequel il avait défini, voilà, en rose-rouge, nous avons 2023, on a 2019, on a 2015 ici, donc on a vraiment les trois derniers cycles qui sont présents, avec le halving 2, 3, 4, qui sont aussi statués en termes de date pour nous donner cette représentation. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que par rapport à l'évolution, on voit que on n'est pas trop dans l'image d'un 2019, mais beaucoup plus d'un 2017. Dans 2017, on avait eu cette grosse accélération dans laquelle on avait une première accélération, un retest et une deuxième accélération avant d'avoir une temporisation et d'avoir après le début du bull run qui se mettait en place. Donc là, on va se poser la question, est-ce qu'on est vraiment comme 2017? Ça, c'est assez simple, on va aller regarder en logarithmique, est-ce que oui ou non en 2017 on était dans cette façon-là. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en 2017, on avait une pattern qui ressemble quand même grandement à ce que l'on a. On avait la mise en place d'une pattern qui était un range, dans lequel on est sorti du range avec une accélération très forte, puissante. Ensuite, on est allé retester le top de range, parce que le top de range était dans cette zone-là, le top de range est bien présent là, et donc on a fait un retest du range, pour ensuite avoir une confirmation de l'accélération, une contraction, donc qui était une forme de mise en place de ranging / compression de la liquidité, et ensuite une rupture du nouveau range et de la nouvelle compression qui a été effectuée, retest, et ensuite on a été parti. Et donc on a quand même ces patterns-là, et est-ce que ça représente ce qu'on est en train d'avoir? J'ai envie de vous dire que oui, en fait, ça y ressemble quand même pas mal, dans le sens où on est dans une forme de range déjà depuis un certain temps, entre 31 000 et 25 000, d'accord, dans lequel on a eu première rupture, premier retest, deuxième retest avec une prise de liquidité avec une temporisation qui a duré quand même relativement longtemps. Ça a duré combien de temps d'ailleurs? Je m'en souviens même plus. Hop, tac, ça avait duré 22 jours. 22 jours de temporisation sur 1, 2, 3, 4 prises de liquidité quand même. C'était relativement assez fort émotionnellement à gérer cette partie-là. Dans lequel ensuite on était retesté la partie basse. Et là on fait quoi? Une rupture du range dans lequel on a une accélération très forte. Et donc si on se basait sur 2015, encore une fois on fait attention à la fractalité, parce que ce n'est pas parce que ça s'est passé comme ça la dernière fois que ça se passera de cette façon-là, mais néanmoins c'est cohérent par rapport à ce qu'on a l'habitude techniquement d'aller chercher, c'est d'aller chercher un retest du haut de range, pour se dire que là on est en train de retester, ok on fait un pullback, et à ce moment-là on va aller valider cette rupture haussière en faisant un break of structure ici, et donc là on pourra avoir la mise en place d'une contraction, d'une compression jusqu'au halving avant d'avoir par la suite une rupture haussière comme on a pu avoir en 2015. Donc on est dans cette démarche là où oui on a quand même pas mal d'éléments qui sont en train de se mettre en place pour se dire qu'on est comme 2015 et non pas le reste. Alors quand on est court terme, on a quand même plusieurs choses. Première, c'est que on va avoir ici la mise en place d'un bull flag, clairement dans lequel on pourrait avoir une continuité haussière qui est en train de se mettre en place, mais le bull flag peut durer encore longtemps, je veux dire on peut avoir quelque chose qui fait comme ça, tout doucement en train de mourir, surtout qu'on a une grosse partie d'imbalance qui se trouve ici, on a bien notre order block qui se trouve là, donc globalement il serait logique d'aller s'enfoncer pour aller retester, surtout qu'on pourrait aussi avoir un BCAR-ST SO, UT, UTAD, distribution, on va retester, on fait une accumulation et on part, d'accord? Ça c'est quoi? Ça c'est une réaccumulation classique dans laquelle on va réaccumuler de la liquidité pour pouvoir ensuite repartir, et on peut avoir une phase d'accumulation qui peut être relativement longue, d'accord? Ça peut être une forme de latéralisation avant d'avoir une rupture haussière, et on peut même avoir des éléments qui sont encore pires, c'est des formes de manipulation où on pourrait
casser ici baissier, faire semblant d'avoir une réintégration, on fait une nouvelle réintégration en dehors du range, on reteste et on repart, d'accord, dans lequel on peut avoir l'accumulation avant, avec derrière un spring qui va chercher la liquidité en dessous, on va rechercher la liquidité au-dessus, on reteste et on repart. Là-dessus, on pourrait avoir vraiment ce type de manipulation. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, globalement, quand on regarde les nouvelles, on est clairement en attente de nouvelles fortes qui ne sont pas encore arrivées. On a toujours un début de fake news. On commence à avoir, en fait, une montée de rumeurs très forte et un FOMO qui se fait par rapport à cette montée de rumeurs. Ça, c'est vraiment classique d'une manipulation de nouvelles, qu'il y a une manipulation aussi des liquidités. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire très attention. En tout cas, ce qui est important par rapport à ça, c'est qu'on a eu une augmentation de la volatilité, c'est quelque chose que l'on attendait au niveau du BTC, un BTC qui est mort, dans lequel on se retrouve avec des volatilités comme on a pu avoir, ces baisses de volatilité ici, c'est pas quelque chose qui est attrayant, que ce soit même sur du trading, que ce soit même sur un type d'actif qui est ultra risqué. À la base, on va chercher justement de la volatilité pour pouvoir faire du trading, pour pouvoir aller avoir de la performance. Bon, en l'occurrence, on recommence à avoir la volatilité, donc on recommence à avoir un attrait qui est relativement fort, ce qui est positif. Au niveau de la heatmap et des liquidités, on voit quoi? On voit qu'en effet, on est bien dans une forme de compression, on recrée de la liquidité supérieure, inférieure pour pouvoir redynamiser le mouvement. On a bien, ici, on va juste repasser en 1 week pour que vous puissiez bien voir la rupture haussière que l'on a pu avoir. Alors, ça met toujours un petit peu de temps, mais dans lequel, ouais, on a bien eu ici la rupture haussière qui a été effective, et on voit qu'on a bien notre order block. Là, on n'a pas encore beaucoup de liquidités qui sont formées, les liquidités sont en dessous, mais évidemment sont dans la barre des 30 000, mais il serait aussi logique d'avoir ce retest pour ensuite, après avoir un piège sur les 30 000, réintégrer au-dessus, consolider et repartir, ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Je pense que là, il est un peu trop tôt pour regarder la liquidité. On a de la liquidité court terme pour aller faire des petits mouvements intrinsèques, mais dans tous les cas, là, c'est encore assez faible. Au niveau de l'order flow, ça n'a pas trop bougé, hein. Clairement, on voit qu'on est dans une phase de consolidation, on n'a pas de hedging qui sont mis en place, on n'a pas d'open interest qui est en train de travailler. Je pense que c'est comme d'habitude, on est dans une phase d'acceptation de ce qui s'est passé, et c'est comme d'habitude, on pourra avoir quelques jours qui sont comme ça, comme dans cette accélération. Ici, même principe dans cette zone-là, en espérant qu'on va pas rester 20 jours dans une forme de latéralisation ici. Là, par contre, ce sera un peu compliqué à gérer, et je pense que le marché n'est pas prêt à accepter ça, surtout vu le FOMO qui est en train de se faire. Donc soit on aura une rupture, encore une fois, haussière, avec une validation réellement de ce FOMO, soit à côté, le soufflet qui retombe, et donc ce retest que l'on attendra courant de ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Et nous, on se retrouve à 13h30 pour parler de NIR. Et d'ailleurs, je vais vous demander de voter pour la vidéo de demain, 13h30, en fonction des cryptos qui sont présentes devant vous, ici, sur cette liste. Sélectionnez, je prendrai justement la crypto qui a été le plus votée en commentaire pour la traiter demain.